passe à la politique avec nos deux invités du face-à-face qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Venez nous rejoindre, Henri Guénaud, Gaspard Ganzer, soyez tous deux les bienvenus. Et oui, effectivement, d'un côté, on a Henri Guénaud ce soir qui salue les invités qui quittent ce plateau. Henri Guénaud, vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et auteur d'un livre à la 7e fois, Les murailles tombèrent, c'est paru aux éditions du Rocher. Face à vous ce soir, Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et fondateur de la Ganzer Agency. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va évoquer ensemble évidemment de nombreux thèmes d'actualité dans le face-à-face ce soir. Au menu, le budget de l'État, la loi du plomb ou encore la crise Paris-Alger. Mais d'abord, évoquons donc ce sommet en Alaska qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, heure française. Donald Trump et Vladimir Poutine, on en parlait il y a un instant, doivent se rencontrer pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Alors une question très large pour commencer peut-être. Gaspard Ganzer, qu'attendez-vous de ce sommet ? Déjà, il faut s'en réjouir. Quand le dialogue est rétabli entre des protagonistes, des protagonistes directs ou indirects d'un conflit aussi grave que celui-ci, qui dure maintenant depuis bien longtemps, plus de 3 ans et demi, on va accueillir favorablement cette perspective. Après, avec de l'envie, peut-être de l'appétit, mais aussi du réalisme, parce qu'on sait par le passé on va dire que Vladimir Poutine n'est tout sauf un tendre, qu'il poursuit son intérêt le plus fort possible, et qu'il n'a à ce stade visiblement pas du tout envie de faire des concessions. Il cherche juste à gagner du temps, le plus de temps possible, parce qu'il pense que le temps joue pour lui. On verra si Donald Trump arrive à faire pression sur lui. Jusqu'à présent, Donald Trump a plutôt été faible avec les forts, fort avec les faibles. Donc j'attends de voir ce que ça va donner quand même. Henri Guénaud, un cessez-le-feu à minima. Ou peut-on espérer que les négociations aillent un peu plus loin ? Alors d'abord, comme M. Ganzer, je me réjouis qu'on se mette autour d'une table, ce dont je rêve depuis le début de ce conflit. Tout ce qui pourra contribuer de près ou de loin à arrêter ce massacre sera bienvenu. Voilà. Donc, vous pensez que ça peut vraiment aboutir ? Je ne sais pas, mais c'est la première fois, en tout cas, que le président des États-Unis rencontre le président de la Fédération de Russie pour parler de ce conflit. Donc, c'est déjà en soi une bonne chose. Est-ce que ça va déboucher sur un plan de paix ? Je suis assez sceptique, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'ils se rencontrent. Alors, cette rencontre, elle se fait en l'absence quand même de Volodymyr Zelensky. Oui, mais alors d'abord, juste une remarque sur le fameux cessez-le-feu dont tout le monde parle. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire des guerres un cessez-le-feu qui intervient avant les négociations. Ça n'a jamais existé. Même en Première Guerre mondiale, on a commencé par discuter, et puis quand on s'est mis d'accord, alors on a prévu un cessez-le-feu avec une heure précise qu'on a annoncé bien à l'avance de façon à ce que les gens ne continuent pas à se tirer dessus. Si vous regardez la guerre de Corée, c'est la même chose, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est mis d'accord pour geler le front et qu'on en a défini les modalités, alors on ordonne un cessez-le-feu. Mais voilà, cette histoire me paraît abracadabrantesque, pour reprendre l'expression de Villepin jadis. C'est l'idée qu'on va faire un cessez-le-feu et puis qu'après on va discuter me paraît totalement absurde, et en tout cas, elle serait sans précédent dans l'histoire. Et puis des discussions sans Volodymyr Zelensky, Gaspard Ganzer. Oui, alors on attend de voir, parce que j'ai un peu l'impression qu'il ménage une forme de suspense sur sa présence, sa place exacte dans ce dispositif. On sent que Donald Trump a très envie que Zelensky soit là pour pouvoir avoir son moment type poignée de main Rabin Arafat, même si ça n'a absolument rien à voir. C'est qu'il est obsédé par cette idée d'être prix Nobel de la paix. Donc il veut absolument avoir des images. C'est un homme de communication, il veut des images. Bon, le pauvre Volodymyr Zelensky qui s'est fait humilier il y a quelques mois à Washington, on s'en souvient tous, par Trump et Vance. À mon avis, il doit quand même en avoir un peu ras-le-bol de se faire promener par le bout du nez. Et je pense pas que... on verra s'il se joue le jeu, mais je pense que surtout Poutine n'acceptera jamais une vraie discussion avec Zelensky. Ouais. Il considère que l'autre, il l'avait traité de quasi-nazi s'il avait utilisé ce terme-là. Il considère qu'il est légitime. Et le vrai but de guerre de Vladimir Poutine, c'est pas simplement de récupérer les 4 provinces de l'Est de l'Ukraine. C'est de faire tomber le régime de Zelensky. Il considère que l'Ukraine est un satellite et d'aller jusqu'à Kiev. Il n'a pas pu le faire aussi vite qu'il l'avait souhaité, mais il va surtout chercher à pousser son avantage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Henri Guénaud ? Vous pensez que Vladimir Poutine il pourra accepter d'être à la même table que Volodymyr Zelensky ? Moi, je pense qu'il pourrait accepter dans le futur d'être à la même table. Dans le futur ou dans 5 jours ? Mais pas sous l'égide du président des États-Unis. Là, c'est pas... Là, ça donnerait une image qui me paraît assez peu vraisemblable pour le président de la Fédération de Russie. C'est avec les deux en train de négocier sous la pression et la présidence du président des États-Unis.
suis assez sceptique sur la possibilité d'assister à ce spectacle. Voilà, maintenant... Donc la pression des dirigeants européens, ça ne fonctionne pas. Non, rien ne fonctionne avec les dirigeants européens. alors là, je pense qu'on va... excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai que sur ce sujet, j'ai vu la déclaration de ces derniers jours. Une nouvelle fois, c'est louable. C'est bien que les Européens se soucient de l'avenir de l'Ukraine. Ils jouent, et là, il faut une déclaration d'opportunité. Je crois que Poutine, tout comme Trump, alors Zelensky peut-être pas, franchement, ça leur passe par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est dommage d'ailleurs, parce que moi je préférais que l'Europe soit forte, la France fasse entendre sa voix de façon très puissante. Ils essayent, mais là en ce moment, dans le rapport de force, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a une réunion qui est prévue des ministres des Affaires étrangères européennes demain, qui servira. Tout ça, c'est du cinéma, ça me rappelle la visite à Kiev des 4. Ah oui. Voilà, et chaque fois qu'on allait sur un plateau, on vous disait, c'est historique, n'est-ce pas? Eh bien non, c'était pas historique. Et rien de ce que fait l'Europe pour l'instant dans ce domaine n'est historique. L'Europe aurait pu jouer un rôle si elle avait accepté dès le début d'être un intermédiaire, un intercesseur, c'est-à-dire de travailler à la paix, même si c'était compliqué, même si c'était difficile. Voilà ce qui était en gros la position du général de Gaulle dans tous les conflits Est-Ouest, tout en ayant choisi son camp et ses alliances, et en étant fidèle à ses alliances, c'était d'essayer de trouver un équilibre et d'arriver à une solution de paix. L'Europe va sortir de ce conflit comme le dindon de la farce, une farce tragique, hein, mais le dindon de cette farce tragique. Voilà. Est-ce qu'on se retrouve un peu comme en temps de guerre froide à compter les points finalement ? Ouais, un peu plus que ça quand même, parce qu'on compte les points et on dépense aussi pas mal d'argent au passage. On y reviendra sans doute sur le budget tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors c'est bien qu'on augmente le budget de la défense pour notre propre souveraineté, notre propre défense, mais entre-temps, on a quand même dépensé énormément d'argent pour la sécurité de l'Ukraine. Je dis pas qu'il n'aurait pas fallu le faire, mais en fait, il y a un paradoxe à ce que le contribuable européen, français notamment, participe directement ou indirectement à cet effort de guerre, et qu'à côté de ça, on soit totalement spectateur, qu'on est bon pour payer, mais par contre, pour négocier et être respecté, beaucoup moins quand même. Mais le fait d'être... Pendant la guerre froide, on payait beaucoup, mais on payait pour notre propre sécurité. Oui, c'est ça, c'est vrai. Parce que le rideau de fer passait d'abord au milieu de l'Europe. Et vous parliez de Gaulle qui voulait justement une France forte, une armée forte. Oui, mais c'est ce qu'il a fait en disant, enfin, en gros, maintenant que les soviétiques ont la bombe atomique, on ne peut plus être sûr que les Américains viendront nous aider en cas de menace nucléaire. Et donc il a créé sa propre défense nationale, sa propre force nucléaire, et la France a parlé de sa propre voix. Mais il a toujours essayé d'être un intercesseur entre les deux, condamnant tantôt l'un, tantôt l'autre, mais énervant beaucoup les deux autres, d'ailleurs les uns et les autres au passage, mais c'était la rançon de la gloire, on va dire. Bien sûr, mais au moins on entendait la voix de la France. Ouais, voilà. Et là, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit dans la guerre en Ukraine, on entend beaucoup de vacarme, mais rien de sérieux. Quant à l'Europe elle-même, on voit bien que elle ne fait que la preuve pour l'instant de son impuissance, encore une fois, faute d'avoir voulu jouer le rôle qui aurait dû être le sien, qui est d'un intercesseur pour la paix, parce qu'elle est la première à payer, pas seulement parce qu'elle paye des armements, mais aussi parce qu'elle a payé le plus lourd tribut aux sanctions, par exemple, beaucoup plus d'ailleurs que la Russie elle-même. Elle est dans une situation qui est, que je trouve pathétique aujourd'hui. Allez, on passe à un tout autre sujet à présent, mais qui préoccupe au plus près les Français. La suppression éventuelle de 2 jours fériés. Dans un document envoyé aux partenaires sociaux, le gouvernement les invite à dire avant le 1er septembre s'ils sont prêts à négocier sur la suppression de 2 jours fériés. Le lundi de Pâques et le 8 mai sont des jours qui restent encore à discuter selon François Bayrou. L'objectif pour Matignon, c'est de récupérer 4,2 milliards d'euros pour le budget en 2026. Ça va concerner les salariés du public comme du privé. Gaspard Ganzer, les Français sont-ils prêts à faire ce sacrifice de 2 jours fériés? C'est une question rhétorique que vous me posez. Vous savez très bien que les Français vont être évidemment contre. Vous savez, c'est comme augmenter les impôts. On a rarement vu de défiler dans la rue pour dire taxez-moi davantage, taxez-moi davantage. Là, c'est tout simplement une imposition directe. On va demander aux salariés de travailler 2 jours de plus, qu'ils soient dans le secteur privé comme dans le secteur public. J'attends de voir d'ailleurs, parce que quand il y a eu la suppression du lundi Pentecôte il y a maintenant plus de 20 ans, c'est pas passé exactement de cette manière-là, mais on demande aux gens de travailler plus pour le même prix. Et les employeurs, qui sont quand même déjà largement écrasés par la fiscalité et les charges, on va leur augmenter leurs impôts. Donc évidemment, les gens vont pas être contents. Est-ce que pour autant ça va se faire ou pas? À ce stade, j'en doute un peu, parce que je vois pas comment les partis politiques pourraient soutenir une telle mesure. Les Français sont pas prêts à travailler plus en Haguenau? Non, alors d'abord, les Français sont pas prêts à payer plus. Oui, ça c'est sûr. Ils payent déjà beaucoup. Et on leur a demandé, dans les dernières décennies, beaucoup de sacrifices. C'est une politique qui est sans issue. Elle est sans issue politique et sans issue économique. Voilà. C'est incompréhensible. Quel est le but? Le but, c'est quoi? C'est de grappiller un peu d'argent. 4,2 milliards d'euros. C'est exactement ça, je pense. Mais non, mais c'est absurde parce que
le but, c'est même pas de faire travailler, c'est même pas de combler un retard d'heures travaillées par les Français en emploi, puisque les Français en emploi, ils travaillent, contrairement à ce qu'on raconte, beaucoup plus que les Allemands. Enfin, en tout cas, significativement plus. Le problème, c'est de remettre au travail, de remettre en emploi une fraction de la population, parce qu'en France, le nombre de gens en emploi est plus faible que dans beaucoup d'autres pays, en particulier que chez notre partenaire allemand. Ça ne va pas y contribuer. Donc Voilà. vous êtes plus favorable à la limite toutes les mesures qu'on pourrait prendre sur l'assurance chômage qu'à ces Non deux... plus, je ne suis pas favorable parce qu'elles ne vont pas remplir l'objectif qui de remettre au travail. Vous savez, si on veut remettre les gens au travail, il faut commencer par créer des emplois, par permettre que les conditions de travail, les rémunérations dans un certain nombre de secteurs soient améliorées. Voilà, et tout ça, ça relève d'une politique économique, d'une politique macroéconomique et pas d'une politique comptable qui cherche à tirer par toutes les ficelles pour faire rentrer un peu d'argent, mais et on va se heurter en plus à une résistance des Français, parce que c'est quoi le message? Le message, c'est Français qui travaillaient, ceux qui travaillent, vous ne travaillez pas assez. C'est presque, on leur dit presque, vous êtes des feignants, quoi, vous travaillez pas assez. Et les gens qui travaillent le prennent très très mal. Et je pense que François Bayrou n'a pas mesuré à quel point il considérait que c'était presque une insulte. Et est-ce que justement il l'a peut-être pas mesuré, il fait exprès en proposant 2 jours fériés pour finalement en proposer un à la fin, comme on l'a beaucoup entendu il y a quelques jours? Même s'il en reste un, c'est affligeant, non, pardon, c'est juste la ficelle sera d'abord un peu grosse, et il en restera un. Et je pense que c'est incompréhensible. La politique, et même la politique économique, ça se fait avec des gens et avec la psychologie des gens, avec leur capacité à assumer, à accepter et à se mobiliser. Or là ce qu'on fait pour ceux vis-à-vis de la population qui travaille, qui fait des efforts, celle dont on parle tout le temps, qui se lève le matin tôt, qui ne cherche pas à tirer sur la corde des aides sociales, eh bien, même celle-là, vous lui crachez à la figure, pardon de cette expression, mais c'est exactement ce que ressentent les travailleurs de ce pays. Partagez cet avis, vous êtes spécialiste de communication. Non, mais on va vraiment être d'accord, mais c'est plus que de la communication, c'est de la sensibilité et de l'empathie. Je pense que les gens sont dans la souffrance et le ressentiment quand même vis-à-vis de leurs élites économiques, politiques, médiatiques. Et là, ils prennent ça comme un crachat au visage, je ne dirais pas mieux. Et surtout que ça fait une nouvelle fois peser toujours sur le même l'effort. C'est-à-dire que là, on va aller taper les actifs. Donc les gens qui sont en train de travailler, qui sont dans une catégorie particulière d'actifs, ceux qui sont même pas au chômage, on va leur demander de travailler plus pour exactement le même prix. Et les gens, ça va les rendre foudrage. Je pense qu'ils ont vu ça d'assez loin pour l'instant. Ils se disent, bon, peut-être que François Bayrou va peut-être pas rester, ils vont quand même pas oser. Mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment l'intention de le faire. Et s'ils le font, je pense que ça va accentuer la question de la défiance démocratique et politique, mais aussi même la question fondamentale du consentement à l'impôt. Voilà. Parce qu'en fait, c'est là où on touche vraiment le cœur de la démocratie. Le cœur de la démocratie représentative, c'est le consentement à l'impôt. On choisit des gens parce qu'ils vont soit augmenter les taxes des uns, soit celles des autres, et surtout dépenser de l'argent plutôt dans un secteur que dans l'autre. C'est le cœur du débat démocratique. Ce débat démocratique n'a pas eu lieu ni en 2022, ni en 2024 avec les élections législatives. On a aujourd'hui quelqu'un qui est à Matignon. On n'a jamais envisagé qu'il soit Premier ministre, ni en 2022, ni en 2024. Et cette personne dit, je vais vous faire travailler plus, vous allez payer plus d'impôts quand vous avez des entreprises, et les autres, vous ne toucherez pas un centime en plus. Les gens vont dire, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que ça serait à nous d'aller passer le seau et la serpillière dans la cuisine et les dépendances de l'État qui a mal géré le pays au cours des dernières années? Alors, tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, hein, ça vient de beaucoup plus loin, mais au cours des dernières années, on a quand même largement fait des dépenses indues. Je prends toujours cet exemple, ce qui est pour moi vraiment le plus choquant. Quand on a décidé de faire le chèque carburant, je me souviens de ça quand même, on a quand même donné de l'argent aux gens directement pour les aider à faire leur plein d'essence. Je dis pas qu'il n'y avait pas de problème, mais on savait très bien que c'était une mauvaise dépense, que c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, ou même brûlé. Et donc les gens se disent, mais bon, enfin, c'est pas à nous de supporter tout ça. Ils accepteraient, je pense, une réflexion plus générale sur les économies budgétaires. Genre, en gros, est-ce qu'on donne plus d'argent à l'armée, moins à ceci, qu'il y a des économies à faire dans le service public de l'État comme territorial, c'est une certitude. Mais que justement, on commence par là, même si ça prend plus de temps que simplement mettre des coups de tronçonneuse, parce que c'est à la mode dans certains pays d'Amérique latine, sans donner le consentement des gens. Vraiment, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer cette question sur le consentement à l'impôt. On va pas être loin du gilet jaune puissance 100, oui, si jamais ça arrive. Parce que les gilets jaunes, justement, ça n'était pas allé jusqu'à ce consentement à l'impôt. Là, ça serait quelque chose de complètement nouveau. Je partage tout à fait ce que vient de dire M. Ganzer. C'est même le cœur du sujet et le problème majeur que pose ce
projet de budget, de politique budgétaire. Alors, on touche les retraités. On va escroquer les retraités en disant on ne va pas vous indexer votre retraite. On dit un an. Mais ça n'a aucun sens, un an, parce que un an, sinon, il vous faut, l'année d'après, trouver ailleurs l'économie que vous avez faite cette année. Donc, ça va, comme d'habitude, ça va durer 10 ans, 20 ans, etc. C'est-à-dire, on est en train de dire aux retraités, dans les prochaines années, on va baisser de 15 à 20% vos pensions de retraite, en tout cas le pouvoir d'achat de vos pensions de retraite. Après, on dit, on va racketter les malades. Fantastique. Alors, on dit, il faut les responsabiliser. Vous pensez que les malades, ils ont besoin d'être responsabilisés? Vous croyez qu'ils choisissent d'être malades? Vous croyez que c'est pas eux qui font leur prescription? Maladie et longue durée, alors, etc. Pardon. Attendez. Donc, et les médecins, il faut les responsabiliser. Mais si on n'a plus confiance dans les médecins, on fait quoi? C'est-à-dire, la plupart des médecins sont responsables. Ils sont responsables d'une chose, c'est de soigner le mieux possible les malades. Quant à l'histoire des jours de carence, alors là, c'est quand même, c'est le bouquet, parce que on met ça en plus dans un plan de lutte contre la fraude. Hein, c'est quand même extraordinaire. Mais les 9/10 au moins, je suis gentil, peut-être. Bon, des gens qui ont des arrêts de maladie sont justifiés en réalité. Voilà. Donc on va les punir. On va les punir d'être malades. Alors un jour, on me dira un jour de carence, c'est pas beaucoup, mais un jour de carence, c'est beaucoup pour quelqu'un qui gagne le SMIC, par exemple, et qui est à découvert le 15 ou le 20 du mois. Donc c'est quand même totalement. Enfin, c'est totalement immoral et ça ne peut que nourrir ce dont parle M. Ganzer, c'est-à-dire la baisse du consentement à l'impôt. Or, ça, c'est le sujet majeur. Pourquoi? Pas seulement pour des questions de démocratie, mais aussi parce que notre principal atout sur les marchés financiers aujourd'hui, notre principal atout vis-à-vis des apporteurs de capitaux, c'est la présomption que le consentement à l'impôt en France est solide. L'État, tous les gens dans le monde pensent que la France, à juste titre, a un État fort et une administration fiscale efficace. Et que si jamais il y a un problème un jour, compte tenu que les grandes masses macroéconomiques ne sont pas en cause dans l'histoire de l'endettement, c'est-à-dire on a les réserves de richesse nécessaires pourvu qu'on puisse lever l'impôt. Alors déjà, ce consentement, il est abîmé par le fait que le prélèvement sont déjà très hauts, que là, on va en rajouter en plus une couche considérable. Mais si jamais il se révèle, parce qu'il y a un mouvement de plus grande ampleur, de gilets jaunes, de bonnets rouges, ou de protestations très forts... mouvement de protestation, carrément censure du gouvernement. Mais qui va révéler aux yeux du monde entier et des marchés financiers que le consentement à l'impôt est devenu fragile, eh bien alors là, oui, là, nous risquons un vrai problème financier. Je reprends ma question. Est-ce qu'on pourra en arriver à une censure du gouvernement avec ce sujet-là? Est-ce que ça peut être la cerise sur le gâteau? J'ai été beaucoup surpris au cours des dernières années par la réalisation des scénarios politiques ou leur non-réalisation. Donc, je pourrais prendre un bon risque. Non, mais bon, je serais très surpris que François Bayrou soit encore Premier ministre à la fin de l'année. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes, parce que, comme on vient de le dire avec Henri Guénaud, ce budget n'est pas la bonne voie, en tout cas, pour trouver des économies. En tout cas, il est trop injuste. Et puis, une mauvaise, plus politicienne, c'est que je ne vois pas quel est le parti politique qui va accepter de soutenir un budget pareil. Parce que, pour en rajouter encore par rapport à ce qu'a dit Henri Guénaud, il y a une autre mesure dans ce budget qui est incroyable, c'est le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, je ne vais pas vous lancer le cours de finances publiques, mais l'effet, ça va être que des nouveaux gens vont rentrer dans l'impôt sur le revenu et que des gens qui étaient dans des tranches X vont passer dans la tranche du dessus. Supérieure, ouais. Donc, concrètement, on va se dire, c'est pas grand-chose, etc. Alors, il se trouve que quand j'ai travaillé avec François Hollande avait eu la pas très bonne idée, à mon avis, de faire exactement la même mesure. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy l'avait commencé avant, mais en tout cas, François Hollande l'avait fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'année suivante, les gens ont commencé à prendre des 300 €, 400 €, 500 € d'imposition supplémentaire. Mais les gens vont être fous furieux. Et évidemment, ils en voudront énormément à ceux qui auront soutenu cette politique. À un an de l'élection présidentielle... On verra ça en 2027. Voilà, je pense qu'à un an de l'élection présidentielle, c'est pas le meilleur mouvement d'aller augmenter les impôts. Pour en revenir quand même très rapidement à ce... Elle va se prolonger aussi, parce que sinon, il faut retrouver l'économie. Bien sûr, c'est la même... Et l'année prochaine, ce ne sera pas peut-être 1% d'inflation, mais peut-être 2. Et au bout de quelques années, ça va faire beaucoup. Donc, il y a quelque chose là de fou. On ponctionne tout le monde. C'est pas une bonne façon d'aborder le problème. Encore une fois, aborder le problème, il faut remettre de l'ordre dans l'économie et dans la société pour remettre de l'ordre dans les finances publiques et pas l'inverse. Ce qu'on fait met du désordre dans l'économie et dans la société. Mais pour en revenir quand même à la suppression de ce jour férié, je voudrais qu'on reparle du lundi de Pentecôte, parce que le lundi de Pentecôte, par exemple, l'an dernier, ça a ramené 3,5 milliards d'euros la journée de solidarité. C'est pas rien. Que la mesure soit efficace,
Alors efficace, je sais pas, parce qu'à côté de ça, 70% des Français ne travaillent pas. Et depuis, on est mieux, la dette est plus là, le déficit non plus. Hein. Mais vous voyez, taxer les gens, comme le dit fort bien Henri Guénaud, directement ou indirectement, ça marche toujours. Hein. Pour l'instant, en tout cas, dans le cas du constatement à l'impôt. Oui, ça fonctionne, hein, comme vous demandez. Donc évidemment, moi, si on augmente la TVA de 4 points, ça veut dire que ça va vous rapporter tellement d'argent. Donc la question de la somme rapportée n'est pas le seul critère. Le critère, c'est la justice. Désolé de remettre ce sujet de cette mesure et même sa dimension éthique. J'ai été sensible à ce que vous disiez. Ça pose même un problème, au-delà du problème démocratique économique, un problème éthique. Genre pourquoi faire peser toujours sur les mêmes gens qui bossent en plus ce genre d'effort. Donc je ne vois pas dans quel chemin et quel parti politique, même au sein de la majorité, ou de la minorité-majorité présidentielle, je ne vois pas qui pourrait soutenir ça. Puis, encore une fois, ça peut rapporter au début, ça ne rapporte pas forcément dans la durée. Moi, j'ai un souvenir que nous pourrions partager avec M. Ganzer. À la fin du quinquennat, en 2010, une pression très forte de la majorité de l'époque. Il y avait une pression très forte pour augmenter les impôts de 60 milliards. Parce que les déficits s'étaient creusés pendant la crise. Et heureusement qu'on les avait laissés se creuser à ce moment-là. Bon. Et le président Sarkozy, très réticent à l'augmentation des impôts, finit par céder à 30 milliards. Le gouvernement suivant arrive après l'élection de François Hollande. Les 30 milliards suivants, c'est 2 fois 30 milliards. C'est-à-dire 60 milliards de prélèvements ont allongé de 2 ou 3 ans la crise et nous ont coûté infiniment plus cher à l'économie et à nos finances publiques que si on ne les avait pas fait. Voilà. Là, on est arrivé à un point, sans parler que pour certains de ces jours fériés, on va remettre en cause certaines organisations sociales, locales. Il y a des endroits où il y a des fêtes qui durent 3 jours. Au moment du lundi de Pâques, par exemple, moi je viens d'une ville qui s'appelle Arles, et le week-end pascal, c'est un week-end très important parce que c'est le week-end de la feria pascale, et si vous enlevez un jour, c'est une catastrophe. Donc tout ça est fait n'importe comment, ne résoudra pas nos problèmes, et en plus va provoquer un rejet de ceux qui travaillent. Voilà. Alors après, il y a le rejet de ceux qui ont travaillé, les retraités, le rejet de ceux qui sont malades, qui sont aussi pour beaucoup des travailleurs, notamment pour les jours de carence. Un jour de carence, ça touche les gens qui travaillent. Allez, 19h22, je vous propose de passer au 3e sujet qu'on voulait évoquer avec vous ce soir, les tensions entre la France et l'Algérie qui sont encore montées d'un cran cette semaine avec la demande d'Emmanuel Macron à son Premier ministre d'avoir plus de fermeté concernant le renvoi des ressortissants algériens sous OQTF notamment et la demande réciproque d'Alger. Henri Guénaud, c'est ainsi qu'on se parle entre Premier ministre et Président de la République par lettre? Alors, ça arrive, oui, que le président de la République... Mais qui fuite dans la presse. Qui fuite dans la presse. Ah oui, mais ça j'ai l'impression que c'est propre à ce gouvernement. Ça. Tout fuite dans la presse, et quand ça fuite pas tout seul, on l'aide à fuiter. Mais laissons tomber cette question. Je n'ai jamais vu, cela dit, une lettre destinée à fuiter et écrite de cette façon. D'abord, un petit on ne se parle pas comme ça. Non. Exactement, on ne parle pas comme ça. Mais d'abord, ça se prend comme une note qui finit par une ridicule formule de politesse que le président de la République n'emploie jamais. Ça contraste beaucoup avec les lettres que pouvait adresser, par exemple, Georges Pompidou à son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. Demandait, mon cher Premier ministre, et qu'il écrivait lui-même pour appeler son attention un peu fermement sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Par exemple, les platanes, l'abattage des platanes au bord des routes. Mais là, c'est pas du tout ça. Et d'autre part, la lettre elle-même, elle est bourrée de contradictions. Vous avez une phrase qui vous dit qu'il faut être ferme, la phrase suivante dit ah oui, mais il faut être respectueux vis-à-vis de l'autre. La France doit respecter, etc. Après, on rajoute un petit morceau de phrase. Ah oui, mais ça s'adresse aussi à l'Algérie. Mais cette lettre, vous savez quel est le but au fond de cette lettre? C'est de mettre M. Retailleau au pied du mur. Vous trouvez que c'est pas bien. Eh bien, maintenant, débrouillez-vous. Mais maintenant, vous allez nous faire voir ce qu'est la fermeté, comment ça marche, tout en respectant l'autre. Enfin, la mission, elle est quasiment impossible. Et à mon avis, elle ne sera pas accomplie. Mais Gaspard Ganzer, les autorités algériennes disent même avoir été surprises par l'arrivée dans ce débat d'Emmanuel Macron. Ça vous a surpris aussi que le président de la République... J'étais très très étonné. Honnêtement, peut-être l'explication qui est donnée par Henri Guénaud est la bonne, mais j'ai vraiment été très étonné. Il avait laissé ça jusqu'à présent à son ministre de l'Intérieur. Très étonné, parce que alors déjà, je pense que c'est pas du tout efficace dans le rapport de force et la négociation avec les Algériens, parce que ça rajoute de la confusion.
c'est très, on va dire, toxique, on va dire, dans la relation interne au gouvernement. Enfin, tout ça est à ciel ouvert, donc on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de jeu de télé-réalité dans lequel les gens se mettent des coups de pression réciproques. Et puis surtout, je pense que ça va encore retarder l'échéance d'une reprise du dialogue avec les Algériens, qu'il faille de la fermeté dans la relation avec tous nos partenaires, notamment les Algériens, qu'il y ait des erreurs qui ont été commises, sans doute des deux côtés. Ok, mais de toute façon, on va pas continuer cette montée des périls de façon infinie. Là, j'ai vu que les Algériens, enfin, on pourrait en sourire, mais c'est grotesque. On dit qu'ils allaient reprendre l'ambassade de France et la résidence de l'ambassadeur. C'est quoi l'étape d'après? Enfin, vraiment, je pense que ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et surtout, je pense qu'aucun des acteurs, côté français en tout cas, je pourrais pas dire du côté algérien actuel, pense sincèrement que la pression qu'il met à l'heure actuelle peut être efficace. Je ne crois pas du tout. Je pense que Retailleau n'y voit pas croire lui-même qu'il est possible de répondre à l'injonction présidentielle. François Bayrou n'avait pas du tout envie de s'en occuper. Et quant à Emmanuel Macron, il sait très bien que malgré tout son culte du jupitérisme, que ça va pas l'aider, ça va pas que d'un coup de baguette magique, personne n'y croit. Donc c'est un peu une sorte de voile comme ça qui est mis sur la réalité. Et en attendant, la relation avec les Algériens ne s'améliore pas. Or, elle est fondamentale. Peu importe ce qu'on pense de la politique qui est menée en Algérie, on doit avoir des relations avec ce pays et trouver un terrain d'entente et un dialogue. La Méditerranée, nous ayant en partage la Méditerranée, mes chers, voilà, il est impossible de toute façon de tourner le dos à toute la rive sud. Ça n'est pas possible, et même à l'Algérie, parce que d'abord une partie de l'Algérie est en France, et puis une partie de notre histoire commune et de notre destin commun. C'est ainsi, on peut le regretter. Mais surtout, je crois que la faute, elle est dans la publication de de tout ce que nous essayons de faire comme pression sur l'Algérie et de toutes nos divisions internes. Les rapports de force, ça existe entre les nations. Et il y a matière à. D'abord, il y a ce que moi j'appelle une prise d'otage, c'est-à-dire à la fois Bohème Sansal et M. Glaise. Bon, ça qui est inadmissible. Bon. Et puis d'autre part, il y a la question des OQTF. Mais donc il y a matière à un rapport de force qu'un pays ne veuille pas reprendre. Comment on sort justement de cette escalade de la violence? Mais d'abord, ça se joue derrière le rideau et pas sur la scène publique. Et plus il y a de rapports de force. Ils n'ont pas essayé derrière le rideau? Mais voyez bien que là, on on a négocié publiquement d'un côté, tandis que d'autres faisaient sur la scène des grandes déclarations de fermeté, des menaces, des temps. Bon. Mais tout ça, c'est fait en public, c'est absurde. Voilà, c'est vraiment le contraire même de la diplomatie des rapports de force. Parce que lancer un ultimatum à l'Algérie, ou que l'Algérie nous en lance un, c'est absolument sans issue. Aucun pays ne peut accepter un ultimatum, sauf s'il peut écraser celui auquel il lance l'ultimatum. Ce qui n'est pas notre cas en l'occurrence. Voilà. Trump peut le faire avec la Colombie, mais nous ne pouvons pas le faire avec l'Algérie. Nous ne pouvons pas isoler l'Algérie. Je rappelle en plus que c'est le premier allié de l'Algérie, c'est la Russie, que le deuxième allié de l'Algérie, c'est la Chine, qu'ils sont en train de signer des accords avec un tas d'Européens qui ne viendront pas à notre aide. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, etc. Bon. Donc, voilà, donc ça ne sert à rien de faire des démonstrations qui ne font que la preuve de notre impuissance. Si nous avons des pressions à faire, c'est derrière le rideau. Nous avons là des moyens d'État qui sortent du jeu ordinaire de la diplomatie et du droit international. Mais ça n'a rien à faire sur la scène publique. Non, mais je pense qu'en plus, c'est un peu ce qu'a dit Henri Guénaud, on fait de la politique intérieure à travers ces déclarations. D'ailleurs, tant du côté algérien que du côté français. Or là, il faut faire vraiment des relations internationales et de la diplomatie. C'est évidemment extrêmement difficile. C'est un dossier extrêmement compliqué. Et franchement, je pense que je souhaite bien du courage à ceux qui en ont la charge au Quai d'Orsay et ailleurs. Mais par le passé, on a déjà réussi à résoudre des crises très graves avec les Algériens au prix de rapports de force, compte tenu de ce qu'était notre histoire commune. Mais encore une fois, on n'a pas le choix, à la fois parce qu'il faut qu'on récupère, vous avez eu raison de les citer, ces deux personnes qui sont actuellement détenues injustement, on va dire, en Algérie, qui doivent pouvoir revenir en France. Puis par ailleurs, parce qu'on a besoin à long terme de ce pays et de ses relations. Vous imaginez, pour les centaines de milliers de personnes en France qui sont soit de nationalité algérienne, soit qui sont issus ou descendants de la population algérienne, ce que ça peut pouvoir signifier cette montée des périls. Évidemment, cette montée d'escalade de tension. Ça veut dire, ça va pas aider, on va dire, c'est une certitude. On va passer, si vous le permettez, il nous reste juste quelques minutes pour évoquer... Dès que vous mettez les rapports de force sur la scène publique, c'est fini, ça ne peut plus marcher, voilà. Un dernier sujet tout de même, un sujet qui concerne les Français au plus près, c'est cette loi Duplon, puisqu'il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel censurait une des dispositions de la loi Duplon concernant la réintroduction de l'acétamipride dans
dans certaines cultures au nom de la charte de l'environnement. Le président de la République a dit prendre bonne note donc de cette décision. Il promulguera le texte en suivant les recommandations des sages. Est-ce que le débat est clos ? J'ai trouvé cette formule un peu étonnante, même si heureusement Emmanuel Macron respecte la Constitution et son rôle constitutionnel en la matière. Je me suis même dit, mais peut-être que ça l'arrangeait aussi. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron avait très envie de se retrouver dans le guêpier de cette loi promulguée totalement avec un débat en septembre. Donc ça va faire baisser la pression. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Tout de même, c'est pas au mois de terminé. septembre, mais il n'aura pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout la même dimension. Et si je pense, que Richard Ferrand, qui est le président du Conseil constitutionnel, n'est pas spécialement un gauchiste, même s'il a été au Parti socialiste il y a quelques années. C'est dire. Oui, très bien dit. Je pense pas qu'il l'ait fait en se disant qu'il devenait un militant de Greenpeace ou des Verts d'un seul. S'il l'a fait, c'est parce qu'il a dû aussi se dire qu'avec les autres sages, qu'au-delà du droit qui existe, le principe de précaution, c'est quand même un dispositif juridique, une catégorie ouverte. Je ne dis pas que c'est du droit mou. On veut dire que l'interprétation du principe de précaution peut susciter débat. Donc là, en l'occurrence, ils ont décidé d'aller vers la suspension, l'interdiction, l'annulation de cette disposition. Mais moi, j'aurais pas été surpris s'ils en tiennent une autre. Aujourd'hui, ex post, on dit que tout ça est très logique. Je pense qu'on aurait très bien pu démontrer l'inverse après. Principe de précaution, Henri Guéot, sachant que là, cet amiprid est autorisé dans le reste de l'UE, est-ce qu'on n'est pas un peu plus catholique que le pape sur cette question-là ? D'abord, on a introduit, c'est Jacques Chirac qui l'a fait, la charte de l'environnement et le principe de précaution. Si vous demandez à un juge ou un sage, appelez ça comme vous voudrez, de faire respecter le principe de précaution, il va faire ce qu'il veut. Voilà. Principe de précaution, mais puisque l'UE ne le fait pas appliquer, pourquoi la France le ferait ? Mais pourquoi elle le ferait ? Pourquoi le juge ne le ferait pas ? Lui, il n'a pas à s'occuper, en l'occurrence, de ce que fait le reste de l'Union européenne. D'abord, c'est pas lui, c'est l'ensemble des membres. Parce qu'on a vu que le président ne décide pas tout seul, sauf quand il y a un partage exact des voix où il a une voix prépondérante, mais sinon, il ne décide pas tout seul. Mais vous leur donnez le principe de précaution, ils en font ça. Et la question est de savoir pourquoi on donne aux juridictions aujourd'hui, pas seulement au Conseil constitutionnel, une telle part de subjectivité dans leurs décisions. Maintenant, c'est fait. C'est-à-dire, le président aurait pu aussi, article 10 de la Constitution, demander une nouvelle délibération. Il a choisi de ne pas le faire. Je partage l'avis de M. Genzer, à savoir que, en fait, il est très content que quelqu'un d'autre ait tranché cette question à sa place. Mais maintenant, que fait-on pour nos agriculteurs ? Et donc, la question, c'est comment peut-on empêcher la concurrence en interne de produits qui ont été fabriqués avec beaucoup de pesticides ? Et là, ça nous renvoie à une autre question qui est plus simplement celle du Conseil constitutionnel, mais celle de la hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire qui fait que la loi française, elle est subordonnée aux conventions internationales et au droit européen. Voilà. Et donc ça, il faudra un jour se dire qu'il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change, il faut changer l'article 55 de la Constitution, il faut le changer par l'article 11 qui fera hurler un tas de gens, mais si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez plus gouverner, vous êtes obligé de toujours dire c'est pas de ma faute, c'est la faute des juges, c'est la faute de l'OMC, c'est la faute de l'Europe, faute de tout. Donc la veille des élections, vous dites vous allez voir ce que je vais tout changer. Le lendemain, vous dites j'y suis pour rien. Les Français, mais pas que les Français. La crise de la démocratie, elle est dans tous les pays occidentaux. Voilà. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils n'en peuvent plus. Il faut restaurer la responsabilité politique en redonnant la première place à la loi française, au moins quand elle est postérieure au traité. Voilà. Et sinon, tout le reste, c'est un mensonge. On se moque du monde dans cette histoire et on se défait de sa responsabilité politique. Mais les Français finiront par la mettre en cause d'une façon peut-être assez violente. Ce qui fait bondir les agriculteurs aussi, c'est de devoir faire face à cette concurrence européenne, on l'a dit, mais de produits qui arrivent finalement en France, ces agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Non mais bien sûr, c'est pour ça que... Mais la seule façon d'empêcher ça, quand on décide qu'on va interdire un produit de ce genre et que la concurrence devient inégale et pratiquement qu'on ne peut pas l'affronter, eh bien il faut que la loi française puisse dire ces produits-là, ils ne seront pas vendus en France, ou bien ils seront surtaxés. Voilà. Et ça n'arrivera pas. Là, pour l'instant, on est toujours parce que pour l'instant, la hiérarchie des normes on est prêt à importer des produits qui contiennent des substances dont on ne peut pas. Il y a une ambiguïté. Moi, à titre personnel, j'ai été plutôt content que cette mesure, ce produit n'ait pas été réintroduit, compte tenu de ce que j'avais pu en lire. Je suis pas du tout un spécialiste sur ces dégâts pour la santé. En revanche, le problème reste entier, comme l'a dit Henri Guénaud, pour les agriculteurs et leur souffrance et leur difficulté. Et la filière complète de la betterave. Ça fait quand même 3 ans, enfin, ça fait beaucoup plus longtemps, mais 3 ans qu'il y a une crise quand même agricole très forte et des gens qui vraiment, littéralement, crèvent de faim quand ils ne se suicident pas. C'est vraiment atroce.
Il y a eu des plans de soutien qui ont été annoncés, qui n'ont pas pu être mis en œuvre. Alors pour le coup, c'est pas de la faute du gouvernement, parce qu'enfin, c'est un peu indirectement, mais parce qu'il y a eu de la Ils ont l'impression d'être trahis, dissolution, l'Eurosport, etc. Il y a eu de la bonne volonté, je pense, d'Emmanuel Macron et son gouvernement au départ, mais en fait, à chaque fois, ça ne marche pas. Mais non, et ça nourrit encore, pardon, une forme de jacquerie, et donc il faut se méfier de la coalition de ces colères. Mais c'est pas de la bonne volonté, on se moque du monde. Quand on fait la loi Egalim et qu'on se plaint que la grande distribution ait acheté les produits sur des plateformes à l'extérieur des frontières, mais en Europe, eh bien, il y a des contentieux et on les perd. Parce que on revient toujours à la même question. Si on ne change pas la hiérarchie des normes, en faisant croire aux agriculteurs qu'on va sanctionner la grande distribution alors qu'elle respecte le droit européen, on se moque d'eux. Et à force de se moquer d'eux, ça va mal finir. Merci beaucoup, Merci Henri Guénaud, à tous les deux. Gaspard Ganzer, d'avoir été avec nous.